15 ans pour la mère, 18 pour le beau-père. Telle est la sentence prononcée par le tribunal de la ville française de Saint-Julien à l'encontre des époux Perrier pour torture systématique et séquestration d'une mineure. Mais tout n'a pas commencé avec la police ou les services sociaux. La situation a d'abord été remarquée par une personne extérieure. À l'automne 2021, le facteur Pierre Fournier passait devant la maison de la famille Perrier et a aperçu Amélie à la fenêtre du premier étage. Son attention fut attirée par le comportement étrange de la jeune fille et un grand pansement sur sa joue. Elle regardait nerveusement derrière elle, comme si quelqu'un l'observait depuis la pièce. En voyant Pierre, Amélie s'est brusquement reculée et a tiré les rideaux. Pierre a interrogé les voisins sur la famille, mais ceux-ci évitaient la conversation. Il a alors appelé la police, mais les parents ont convaincu les agents que tout allait bien. Pierre a commencé sa propre surveillance, a pris plusieurs photos à travers une fenêtre ouverte et a enregistré des cris provenant régulièrement de la maison. Il a transmis ces éléments au parquet et à des journalistes. En décembre, la police est revenue avec un mandat et a découvert une cave cachée. C'est elle qui est devenue la preuve principale. L'enquête devait maintenant déterminer pourquoi cette situation alarmante avait été remarquée par un simple passant et non par les services compétents. Saint-Julien est une petite ville du sud de la France. Ses habitants sont habitués à un mode de vie paisible, des maisons individuelles soignées, des jardins propres et des voisins aimables. Les maisons sont proches les unes des autres, il est donc presque impossible de se cacher quoi que ce soit. Tout le monde connaît les habitudes de ses voisins, remarque si quelqu'un est parti ou n'est pas apparu dans la rue depuis longtemps. Mais il existe une règle tacite. La vie privée des voisins reste leur affaire personnelle et il n'est pas coutume d'en discuter. La rue Saint-Henri est particulièrement révélatrice à cet égard. D'un côté, on y remarque tout. Qui a récemment emménagé, qui a acheté une nouvelle voiture, qui est rentré de vacances. D'un autre côté, on préfère ignorer les étrangetés ou les problèmes familiaux sans se mêler des affaires des autres. Si l'on entend une dispute derrière une clôture ou si quelqu'un se comporte de manière étrange, les voisins se contentent de détourner le regard et de faire comme si de rien n'était. C'est plus confortable pour tout le monde, moins de questions, moins de désagréments. La famille Perrier s'était installée ici quelques années auparavant. Ils n'étaient pas très sociables et n'avaient jamais cherché à se lier avec leurs voisins. Le couple, Claire et Marc, se montraient polis mais gardaient ses distances. Au début, ils étaient observés avec curiosité, mais on s'est vite habitué à leur mode de vie reclus. Avec eux vivait Amélie, la fille de Claire, issue d'un premier mariage. Amélie fréquentait régulièrement l'école locale, mais même là, elle passait presque inaperçue. Les professeurs diront plus tard qu'Amélie évitait les contacts, restait toujours au fond de la classe et ne participait pas aux activités collectives. Ses camarades de classe s'étaient habitués à son silence et y voyaient une simple timidité, sans raison de s'inquiéter. Cependant, il y avait une personne pour qui le comportement d'Amélie ne semblait pas ordinaire. Le facteur Pierre Fournier ne vivait pas dans la rue Saint-Henri et n'était pas habitué à la tradition locale de fermer les yeux sur les questions dérangeantes. Chaque jour, il passait devant les maisons, s'arrêtant aux boîtes aux lettres et observant involontairement la vie quotidienne des habitants. Cela lui donnait un point de vue extérieur unique, que les voisins eux-mêmes n'avaient pas. Pierre a remarqué qu'Amélie se comportait différemment des autres adolescents de la rue. Chaque fois après l'école, elle rentrait très vite à la maison, sans parler à personne. S'il la voyait à la fenêtre de la maison, elle était tendue, évitant clairement les regards des passants. Un jour, Pierre a remarqué qu'Amélie avait particulièrement mauvaise mine. Son visage était pâle, avec des cernes sombres bien visibles sous les yeux. Son regard était traqué et effrayé.
Le facteur ne comprenait pas pourquoi aucun des voisins ne prêtait attention à cela. Il a essayé de questionner prudemment les habitants de la rue, mais chaque fois, il entendait la même chose. Cette famille a son propre mode de vie, nous ne nous en mêlons pas. Pour le facteur, cela ne suffisait pas. Son inquiétude grandissait, et peu à peu, il a commencé à surveiller attentivement ce qui se passait dans la maison des Perrier. Ce sont ces observations qui allaient bientôt forcer les habitants de la rue Saint-Henri à réaliser à quel point leur silence et leur refus de voir des problèmes évidents juste à côté d'eux leur avaient coûté cher. Octobre 2021. Le matin dans la rue Saint-Henri était couvert et frais. Le facteur Pierre Fournier suivait tranquillement son itinéraire habituel, distribuant le courrier. Près de la maison des Perrier, il a ralenti comme d'habitude, jetant un bref coup d'œil à la fenêtre du premier étage, et y a de nouveau vu Amélie. Cette fois, la jeune fille avait l'air nettement plus mal en point que d'habitude. Elle se tenait immobile derrière la fenêtre fermée, distante et tendue. Son visage était d'une pâleur inhabituelle, son regard terne et fatigué, comme si Amélie n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Pierre nota pour lui-même que la jeune fille se tenait de manière anormalement raide, les bras serrés contre son corps. Elle regardait quelque part à l'intérieur de la pièce, avec une anxiété évidente, comme si elle s'attendait à des ennuis. Le facteur n'eut pas le temps de voir les détails, car Amélie recula rapidement en remarquant son regard et disparut de son champ de vision, éteignant la lumière presque aussitôt. Ce qu'il avait vu a fortement impressionné Pierre. Les fois précédentes, il avait mis le caractère renfermé d'Amélie sur le compte de sa personnalité, mais maintenant, sa tension lui paraissait manifestement anormale. Le facteur sentit qu'il ne pouvait plus ignorer cette situation. Après sa journée de travail, Pierre est retourné dans la rue Saint-Henri, décidé à parler directement avec les voisins de la famille. Il a commencé par la maison la plus proche de celle des Perrier, où vivait un couple de personnes âgées. Ils furent surpris de ces questions et ne voulaient manifestement pas aborder le sujet. La femme mentionna qu'elle avait plusieurs fois entendu des cris et des disputes le soir, mais elle se tut aussitôt en remarquant le regard réprobateur de son mari. La conversation se termina rapidement, sans apporter de nouvelles réponses au facteur. Pierre s'est alors approché de la maison d'en face. Un homme d'âge moyen a également tenté d'esquiver la conversation, mais après quelques questions suggestives, il a admis à contre-cœur qu'il avait lui aussi entendu de fortes disputes et des bruits étranges venant de la maison des Perrier. Cependant, il a immédiatement fait comprendre qu'il ne voulait pas s'en mêler, considérant que c'était une affaire strictement privée de la famille. Pierre n'a pas abandonné et a continué sa tournée des voisins. Plus il avançait dans la rue, plus une tendance se dessinait clairement. Presque tout le monde avait entendu quelque chose d'inquiétant, mais personne ne voulait reconnaître le problème ou agir. Chacun se justifiait en disant qu'il valait mieux ne pas s'ingérer pour ne pas créer de problèmes inutiles, ni pour soi ni pour les autres. Pourtant, le sentiment que quelque chose de grave arrivait à Amélie était partagé, même si personne n'osait le dire directement. À la fin de sa tournée, le facteur était définitivement convaincu. Les habitants de la rue remarquaient bien ce qui se passait chez les Perrier, mais préféraient se taire. Le silence des voisins l'a persuadé qu'il était le seul prêt à faire quelque chose de concret, au lieu de simplement fermer les yeux sur des faits dérangeants. C'est ce soir-là que Pierre Fournier a pris la décision d'agir ouvertement et sérieusement. Il a compris que la simple observation et les conversations avec les voisins ne suffiraient pas. Le lendemain matin, il prévoyait de prendre des mesures concrètes, après lesquelles il deviendrait impossible d'ignorer la situation. Après ces conversations avec les voisins, Pierre était définitivement convaincu qu'il était inutile de compter sur le soutien des habitants de la rue Saint-Henri. Tous répondaient de manière évasive, évitant les détails et montrant clairement qu'ils ne voulaient pas se mêler de la vie des autres. Le facteur comprit qu'il devrait désormais agir seul.
Plusieurs jours passèrent, pendant lesquels il continuait d'observer attentivement la maison de la famille Perrier, essayant de trouver la moindre confirmation de ses craintes. En apparence, la situation restait la même, calme, les fenêtres couvertes de rideaux, les volets bien fermés. Cependant, un matin, lors de sa tournée habituelle, Pierre s'arrêta de nouveau près de la maison voisine. En triant le courrier dans les boîtes, il entendit soudain distinctement un cri bref et étouffé provenant précisément de la maison des Perrier. Le son était si inattendu que le facteur se figea sur place, tendant l'oreille. Quelques instants plus tard, le cri se répéta, plus bas et plus faible. Mais il était désormais clair que cela ne pouvait être un simple bruit domestique ou un hasard. Pierre regarda rapidement autour de lui, essayant de voir s'il y avait quelqu'un à proximité qui pourrait confirmer ce qu'il avait entendu. Mais la rue était absolument déserte. Le facteur leva les yeux vers la fenêtre du premier étage. À travers un rideau légèrement entrouvert, il vit la silhouette d'Amélie, qui se tenait immobile, visiblement effrayée et tendue. La jeune fille remarqua immédiatement son regard et recula instantanément, comme pour se cacher. Désormais, les derniers doutes de Pierre s'étaient dissipés. Il ne s'agissait plus d'une simple supposition, mais d'un fait concret, un son clairement entendu qu'il était impossible d'expliquer autrement que comme un signal de détresse. De retour chez lui le soir, il décida de ne plus perdre de temps et appela immédiatement le commissariat de police de Saint-Julien. La conversation avec la police fut brève et professionnelle. Pierre donna clairement l'adresse, décrivit ses multiples observations inquiétantes sur l'état d'Amélie et raconta en détail le cri entendu le matin. Il souligna également l'indifférence des voisins, leur refus de s'impliquer dans ce qui se passait. Le policier de service écouta attentivement, nota tous les détails et l'assura que son signalement était officiellement enregistré et qu'il ferait l'objet d'une vérification. Après avoir raccroché, Pierre ressentit un certain soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il prit conscience qu'il avait enfin entrepris une action concrète, au lieu de se contenter d'observer de loin une situation alarmante. Le lendemain, en passant de nouveau devant la maison des Perrier, il remarqua les volets habituellement fermés et les fenêtres silencieuses. Mais maintenant, il regardait cette maison avec un sentiment différent. Il savait que son appel était devenu la première raison officielle de lancer une enquête. Le cri distinct qu'il avait entendu s'était transformé en un indice, après lequel il ne serait plus possible de taire ce qui se passait. Une patrouille de police est arrivée dans la rue Saint-Henri le lendemain matin de l'appel de Pierre Fournier. Dans la petite ville de Saint-Julien, l'apparition d'une voiture de police devenait immédiatement un sujet de discussion parmi les habitants. La maison de la famille Perrier semblait calme et ordinaire, un jardin bien entretenu, des allées soignées et les rideaux habituellement tirés. Les agents se sont approchés de la porte d'entrée et ont frappé. Quelques secondes plus tard, Claire Perrier a ouvert la porte. Elle avait l'air surprise, mais restait calme. Comprenant la raison de leur visite, Claire a rapidement regardé autour d'elle et a invité les policiers à entrer, souhaitant visiblement éviter l'attention inutile des voisins. Le calme et l'ordre régnaient dans la maison et une odeur de café fraîchement préparé flottait dans l'air. Une minute plus tard, Marc Perrier les rejoignit. L'homme était calme, salua les policiers et écouta attentivement les explications concernant le signalement reçu. Sans la moindre agitation, Marc raconta que la veille au matin, Amélie avait trébuché dans les escaliers et avait crié de surprise. Il ajouta que de tels incidents arrivaient souvent, car la jeune fille, selon lui, était particulièrement maladroite.
Les agents écoutèrent attentivement les explications, notant pour eux-mêmes que les parents parlaient calmement, bien qu'une légère tension se sentît dans leur comportement. Les policiers demandèrent à voir Amélie, et Claire, après une seconde d'hésitation, l'invita à descendre. Amélie apparut dans l'escalier, s'arrêtant un peu à l'écart. Elle évitait le contact visuel avec les agents et ne répondait à leurs questions que par des hochements de tête silencieux. Il n'y avait pas de blessures visibles ou de signes qui auraient pu alerter les policiers. Formellement, tout semblait normal, mais la jeune fille était manifestement mal à l'aise. Les policiers demandèrent à voir le lieu de l'incident. Claire les conduisit à l'escalier, qui semblait tout à fait ordinaire, sans aucune trace de chute ou de dommage. Les agents ne vérifièrent pas les autres pièces, n'ayant pas de motif suffisant pour le faire. N'ayant constaté aucun signe d'infraction ou de danger, la patrouille termina sa vérification. La visite dura moins de 20 minutes. De retour au commissariat, les agents rédigèrent un rapport indiquant que le signalement avait été vérifié et qu'il n'y avait pas de raison de poursuivre l'affaire. Le document fut enregistré et classé. Après le départ des policiers, la vie dans la rue Saint-Henri reprit rapidement son cours normal. Les voisins cessèrent bientôt de s'intéresser à l'incident. Seul Pierre Fournier, en passant le soir devant la maison de la famille Perrier, ne pouvait se défaire du sentiment que la visite de la police n'avait pas résolu le problème, mais l'avait seulement rendu plus profond et moins visible pour les autres. Formellement, les policiers avaient fait leur travail de manière irréprochable, en stricte conformité avec les règles et sans erreur apparente. Mais plus tard, cette visite sera qualifiée de début d'une erreur systémique. Le moment où, derrière le strict respect du protocole, on avait manqué une menace réelle cachée derrière les murs d'une maison en apparence tranquille. Après la visite de la police et le classement formel du rapport, la vie dans la rue Saint-Henri a repris son rythme habituel. Mais Pierre Fournier ne pouvait pas oublier si facilement ce qu'il avait vu. Malgré le classement officiel de l'affaire, il a continué à surveiller attentivement la maison de la famille Perrier. Il comprenait que désormais, la responsabilité reposait uniquement sur lui. Au début, il n'y eut aucun changement. La maison restait aussi fermée et silencieuse qu'elle l'avait toujours été. Mais Pierre décida d'agir différemment. Il était conscient que sans preuves réelles et claires, la police n'aurait aucune raison d'intervenir à nouveau. À partir de ce moment, il commença à utiliser son smartphone comme principal outil pour documenter ce qui se passait. Chaque jour, en s'arrêtant près de la maison voisine pour trier le courrier, Pierre observait attentivement les fenêtres des Perrier. Sa position était avantageuse. La maison était proche du trottoir, les fenêtres du premier étage étaient parfois entr'ouvertes et tout bruit fort pouvait être capté même depuis la rue. Un matin, Pierre réussit pour la première fois à enregistrer quelque chose de vraiment significatif. De la fenêtre entr'ouverte, des menaces violentes et agressives de Marc à l'encontre d'Amélie se firent clairement entendre. La voix était forte et distincte. Pierre activa immédiatement le dictaphone et enregistra chaque mot. Les menaces contenaient des exigences de soumission totale, avec une allusion claire à des châtiments physiques. Il avait maintenant ce qui manquait tant pour un signalement à la police, un enregistrement clair et net, confirmant des menaces réelles. Quelques jours plus tard, un nouvel épisode se produisit, que Pierre put à nouveau enregistrer. Cette fois, il entendit distinctement la voix d'Amélie qui demandait d'arrêter et de ne pas lui faire de mal. Ses supplications furent brèves et rapidement interrompues, comme si quelqu'un l'avait brusquement fait taire. Cet enregistrement devint une autre preuve importante de ce qui se passait. En plus des enregistrements audio, Pierre s'efforça d'obtenir des confirmations visuelles.
Quelques jours plus tard, une occasion se présenta. À un moment donné, Amélie s'approcha soudainement de la fenêtre du premier étage, écartant prudemment le rideau, probablement pour vérifier s'il y avait quelqu'un dans la rue. Le facteur tenait déjà son smartphone prêt à filmer et prit plusieurs photos avec le zoom maximal. Sur l'une des images, un gros bleu sous l'œil d'Amélie était clairement visible. Malgré le manque de netteté dû à la distance, l'image était suffisamment claire pour ne laisser aucun doute sur sa nature et son origine. Chaque élément recueilli, Pierre le sauvegardait immédiatement et le transférait dans un dossier séparé sur son ordinateur. Il n'avait plus seulement des suppositions, mais des preuves concrètes, des enregistrements clairs du comportement agressif de Marc et une image inquiétante d'une blessure physique d'Amélie. Ces éléments devinrent la base d'une archive numérique complète, suffisante pour que la police ne puisse plus ignorer ce qui se passait. Pierre était convaincu que ces preuves seraient cette fois entendues et ne passeraient plus inaperçues. La prochaine étape qu'il devait franchir n'était plus une simple observation. Ce devait être le moment décisif pour le début d'une véritable enquête. Après que Pierre eut réussi à obtenir les premières preuves sérieuses, la famille Perrier a progressivement changé de comportement. Cela ne s'est pas produit immédiatement après la visite de la police, mais quelques jours plus tard, lorsque le facteur avait déjà eu le temps de prendre des photos et d'enregistrer des conversations. Il est probable que Marc et Claire aient compris que quelqu'un les observait et aient décidé d'être plus prudents. Le premier signe qui a attiré l'attention de Pierre fut la disparition complète d'Amélie de son champ de vision. Auparavant, la jeune fille apparaissait parfois à la fenêtre du premier étage, ce qui permettait de suivre un tant soit peu son état. Désormais, les fenêtres étaient hermétiquement fermées par des rideaux, et tout signe de sa présence avait disparu. Le facteur a immédiatement noté ce fait dans ses archives de preuves. Mais ce qui l'a encore plus alarmé, c'est qu'Amélie ne sortait plus dans la rue et n'apparaissait plus sur le chemin de l'école. Auparavant, il la voyait de temps en temps après les cours, mais maintenant, elle semblait avoir disparu. On a appris plus tard que les parents avaient informé l'école de l'absence temporaire d'Amélie en raison d'une détérioration de son état émotionnel. En France, de telles absences de courte durée sont autorisées sans certificat médical urgent, de sorte que l'école a accepté la déclaration des parents sans poser de questions. Cela a permis à Marc et Claire d'éviter temporairement des contrôles supplémentaires de la part des services éducatifs et de la protection de l'enfance. Conscients que tout changement brusque pourrait attirer l'attention des voisins, les parents d'Amélie se sont efforcés de maintenir un mode de vie habituel. Ils continuaient à vaquer à leurs occupations quotidiennes, allaient faire les courses et n'évitaient pas de se montrer dans la rue. Mais leur comportement devint un peu plus renfermé et leurs conversations avec les voisins brèves et sans détails. De l'extérieur, cela paraissait naturel et aucun des habitants locaux n'a remarqué de changement. Pendant ce temps, Pierre continuait sa tournée et enregistrait tout ce qui se passait. Il était maintenant plus difficile de prendre des photos et il se fiait davantage aux enregistrements audio. Il choisissait des moments où la rue était la plus déserte possible pour ne pas attirer l'attention des voisins. Grâce à cela, ses actions restaient invisibles pour les autres résidents et les bruits de la maison des Perrier qu'il enregistrait n'atteignaient pas les voisins. Lors de ses surveillances, il a réussi à enregistrer de courts fragments de conversations tendues. Dans la voix de Marc, on entendait clairement de l'agressivité et de l'irritation, tandis que Claire et Amélie répondaient à voix basse, essayant de ne pas attirer l'attention. Ces enregistrements sont devenus un complément important aux éléments déjà rassemblés et ont confirmé la gravité de la situation. L'absence d'Amélie à l'école et dans la rue, ainsi que sa disparition complète des fenêtres, sont devenus une source d'inquiétude supplémentaire.
Les parents tentaient manifestement de la cacher du monde extérieur, profitant des failles juridiques temporaires. C'est cette dissimulation, ainsi que les menaces et la tension au sein de la maison, confirmées par les enregistrements audio, qui sont devenus des preuves décisives. Pierre comprenait que ces preuves avaient atteint un point critique. Les photos, les enregistrements et le changement de comportement de la famille ne pouvaient plus être expliqués par de simples coïncidences. Il était conscient que le moment était venu de transmettre tous les éléments non seulement à la police, mais aussi au service de l'aide sociale à l'enfance, ASE. C'est l'ASE qui s'occupe de la protection et de la sécurité des mineurs dans de telles situations. Chaque jour de retard augmentait le risque et l'affaire devait maintenant passer entre les mains de ceux qui avaient l'obligation d'intervenir et de prendre les mesures nécessaires. À la mi-novembre 2021, Pierre Fournier comprenait qu'un autre appel à la police ne servirait à rien. La vérification effectuée le 10 octobre n'avait rien donné et la situation d'Amélie n'avait fait qu'empirer depuis. Il fallait désormais prendre d'autres mesures pour attirer l'attention des autorités. Au cours des semaines précédentes, il avait soigneusement préparé les éléments. Des photos d'ecchymoses, des enregistrements de menaces et de cris provenant de la maison des Perrier, avec les dates et les heures. Pierre avait soigneusement classé toutes les preuves dans un dossier sur son ordinateur portable et les avait copiées sur plusieurs clés USB. Mais pour l'instant, ce n'était que son archive personnelle qui pouvait facilement être ignorée ou perdue. Fournier décida d'agir différemment. Le matin du 15 novembre, il se rendit à la rédaction du journal local, Le Courrier de Saint-Julien, situé au 14 rue Gambetta. Le journal paraissait chaque semaine et abordait souvent des sujets que d'autres n'osaient pas traiter. À la rédaction, Pierre rencontra le journaliste Étienne Lacroix, connu pour sa ténacité en matière de justice sociale. Il lui remit une copie des fichiers audio et des photos en précisant clairement les dates et les circonstances de la prise de vue et de l'enregistrement. Lacroix examina attentivement les éléments, demanda plusieurs fois des précisions sur certains détails et promit de préparer un article, mais il prévint immédiatement, pour la publication, il fallait un statut officiel des preuves. Le journaliste conseilla à Pierre de s'adresser simultanément au parquet et au service social de l'AS afin que les éléments soient officiellement acceptés. Le lendemain, le 16 novembre, Pierre fit une autre copie de l'archive et se rendit au parquet de l'arrondissement situé à la préfecture, 3 places du Général de Gaulle. À l'accueil, il dut attendre environ 1 heure, après quoi l'assistant du procureur prit les documents et les examina attentivement. Il enregistra officiellement le signalement, lui attribuant un numéro d'entrée, et l'informa que le parquet commencerait sans délai à vérifier les informations transmises. Juste après le parquet, Pierre se dirigea vers le service de l'aide sociale à l'enfance, ASE, qui se trouvait au 22 rue de la République. Là aussi, on accepta ses documents, on enregistra officiellement sa déclaration et on l'assura que les inspecteurs de l'ASE se chargeraient très prochainement de vérifier la situation au domicile des Perrier. Ainsi, l'archive personnelle de Pierre devint officielle. Les éléments étaient désormais enregistrés dans 2 structures étatiques, il n'était plus possible de simplement les mettre de côté ou de les ignorer. Le soir même, Étienne Lacroix informa Pierre par téléphone que la rédaction avait déjà commencé à rédiger l'article et n'attendait plus que la confirmation formelle des données par le parquet. À ce moment, Pierre sentit que son rôle était presque terminé. Il avait fait tout son possible pour sauver Amélie. Désormais, les photos et les enregistrements n'étaient plus de simples observations personnelles. Ils étaient officiellement devenus des preuves,
sur la base desquels une enquête en bonne et due forme avait commencé, que personne ne pouvait plus arrêter. Après que les éléments de Pierre Fournier furent parvenus sur le bureau de l'enquêteur Julien Moreau, celui-ci commença à travailler avec une grande prudence. Il comprenait que des photos amateurs, prises de loin et à travers une fenêtre, ne pouvaient pas à elles seules constituer des preuves solides. Les clichés n'étaient pas assez nets pour tirer des conclusions immédiates et nécessitaient un avis professionnel. Pour confirmer ou infirmer les soupçons, l'enquêteur envoya les photographies à l'expert médico-légal de l'hôpital d'Annecy, le docteur Bernard Lefebvre. Dans sa demande, l'enquêteur indiqua clairement qu'il souhaitait un avis préliminaire. De telles blessures pouvaient-elles être accidentelles, domestiques, ou fallait-il procéder à un examen plus approfondi? La réponse arriva quelques jours plus tard. Le docteur Lefebvre indiqua que, bien que la qualité des clichés ne permette pas d'affirmer avec une certitude absolue l'origine des marques, la nature et l'emplacement des blessures exigeaient clairement une vérification supplémentaire. Une simple explication domestique ne correspondait que partiellement à de telles marques. Parallèlement, l'enquêteur transmit les enregistrements audio pour consultation au laboratoire de criminalistique de Lyon. La demande précisait clairement, l'expertise était pour l'instant préliminaire et une identification complète des voix n'était pas requise, car l'enquête ne disposait pas encore d'échantillons de comparaison. Il fut demandé à l'expert en phonétique, Paul Régnier, de vérifier uniquement la qualité des enregistrements et de donner une évaluation générale des sons captés. La réponse du criminaliste confirma que les enregistrements permettaient de distinguer 3 voix différentes, probablement un homme, une femme et une voix plus jeune. Mais sans échantillons vocaux, il était impossible d'identifier les personnes avec certitude. Cependant, l'expert nota que les bruits de fond sur les enregistrements ressemblaient à des claques ou des coups, ce qui pouvait indiquer des actions agressives plutôt que de simples bruits domestiques. Après avoir reçu ces 2 conclusions préliminaires, l'enquêteur Moreau fut convaincu que, bien qu'il n'eût encore de preuves directes, les éléments du facteur justifiaient sérieusement une enquête plus poussée. Les experts ne tiraient pas de conclusions fracassantes, mais tous deux disaient clairement qu'il fallait vérifier d'urgence les conditions de vie d'Amélie et procéder à un examen médical complet. Avec ces documents, l'enquêteur s'adressa à la procureure du district d'Annecy, Madame Hélène Delaroche, lui expliquant la situation et la nécessité de mesures urgentes. Il souligna que les photos et les enregistrements n'étaient pas des preuves irréfutables en eux-mêmes, mais qu'ils étaient déjà suffisants pour lancer une vérification officielle complète des conditions de vie de la famille Perrier. La procureure accepta les arguments de l'enquêteur et signa l'autorisation de procéder à une perquisition et une inspection officielle au domicile de la famille Perrier. De plus, il fut décidé d'impliquer simultanément les agents de l'aide sociale à l'enfance, ASE, dans la vérification afin d'assurer l'objectivité et l'exhaustivité de l'examen des conditions de vie d'Amélie. Désormais, les éléments recueillis par Pierre avaient un statut officiel. Il ne s'agissait plus d'un simple soupçon, mais d'une base juridiquement établie pour le début d'une enquête et d'une intervention officielle des services sociaux. Julien Moreau comprenait que l'étape décisive de l'enquête était arrivée. Dès le lendemain, 19 novembre 2021, les enquêteurs, en collaboration avec les représentants de la SAS, devaient pour la première fois entrer dans la maison et découvrir ce qui se passait derrière ces portes hermétiquement closes. Après que la procureure eut signé le mandat le soir du 18 novembre 2021, les enquêteurs et les représentants de la SAS ont commencé à préparer la visite au domicile de la famille Perrier. Pour justifier leurs actions non seulement par des soupçons, l'enquêteur Julien Moreau
a décidé de parler d'abord aux personnes qui avaient régulièrement affaire à la famille et qui pourraient expliquer pourquoi personne n'avait signalé la situation aux autorités compétentes auparavant. Le matin du 19 novembre, Moreau, accompagné d'une agente de l'ASE, s'est rendu à l'école où Amélie était scolarisée jusqu'à récemment. Le directeur a rapidement fourni les documents, parmi lesquels se trouvaient des notes des enseignants sur des absences répétées et des traces de blessures observées. Dans des notes explicatives, les parents affirmaient qu'Amélie se blessait souvent accidentellement à la maison. Les enseignants ont confirmé avoir remarqué des bleus et des égratignures, mais lorsqu'ils tentaient de parler à Amélie, celle-ci évitait toute explication. Après avoir discuté avec les parents, les enseignants n'ont pas jugé nécessaire de contacter l'ASE, bien que les protocoles le préconisaient. La raison était la peur de se tromper et de mettre les parents en difficulté sans fondement suffisant. L'école a préféré pécher par excès de prudence et ne pas s'ingérer. Ensuite, l'enquêteur et l'agente de l'ASE se sont rendus dans la rue Saint-Henri. Ils ont fait le tour des maisons voisines, recueillant les témoignages des habitants. Au début, les réponses étaient toutes les mêmes. Les gens avaient entendu des cris et des bruits forts venant de la maison des Perrier, mais les percevaient comme de simples conflits familiaux. Certains ont avoué qu'ils craignaient des ennuis s'ils intervenaient ou appelaient la police. D'autres espéraient simplement que quelqu'un d'autre avait déjà pris les mesures nécessaires. Aucun des voisins n'a qualifié la situation d'exceptionnelle ou nécessitant une intervention urgente. Tous trouvaient une raison de ne pas réagir, expliquant leur inaction par le fait qu'ils pouvaient se tromper et ainsi créer des problèmes pour eux-mêmes et pour la famille Perrier. La représentante de l'ASE a souligné dans ses notes qu'une telle inaction est typique des petites villes. Les gens préfèrent ne pas se mêler des affaires de leurs voisins, justifiant souvent cela par le respect de l'espace personnel et le désir de ne pas créer de conflits. À la fin de la journée, Moreau avait recueilli suffisamment d'informations pour comprendre pourquoi la situation dans la famille Perrier était restée cachée si longtemps. Les interrogatoires n'ont pas révélé de nouveaux suspects. Il est devenu évident que la cause du silence de l'entourage n'était pas une dissimulation malveillante, mais une peur générale de la responsabilité et des conclusions erronées. Les enseignants n'ont pas osé envoyer un signalement officiel à l'ASE, et les voisins ont préféré considérer les événements comme des querelles domestiques sans importance. Le rapport de l'enquêteur a été transmis à la procureure et aux représentants de l'ASE le soir même. Moreau a souligné que, formellement, le système fonctionnait correctement, mais en pratique, personne n'avait rempli ses obligations à temps, par peur, par passivité et par excès de prudence. Le lendemain, 20 novembre 2021, l'équipe d'enquête, en collaboration avec l'ASE, devait inspecter la maison de la famille Perrier. Cette visite devait enfin apporter des réponses claires, basées non plus sur des rumeurs et des soupçons, mais sur des données factuelles recueillies la veille. Pendant que l'équipe d'enquête se préparait pour la visite à la rue Saint-Henri, Julien Moreau a décidé d'approfondir le passé de la famille Perrier. L'enquêteur était convaincu. On ne peut comprendre le présent qu'après une vérification minutieuse des biographies des époux. Il a envoyé des demandes officielles à la mairie, aux archives de la police, aux services sociaux et aux anciens lieux de résidence de la famille. Les premières réponses sont arrivées dès le soir même. Sur le bureau de Moreau se trouvaient des documents, actes de mariage, avis d'imposition, certificats de domicile et attestations de travail. Il ressortait des documents que Claire et Marc s'étaient mariés en juillet 2018 à Saint-Julien. Le mariage s'était déroulé normalement, sans aucune remarque particulière. Au cours des années suivantes, aucune infraction à la loi ou problème administratif n'avait été enregistré pour la famille. Tous deux payaient leurs impôts à temps, n'avaient pas de dettes et n'avaient jamais éveillé les soupçons de la police.
Avant son mariage, Claire vivait à Évian-les-Bains, une petite ville près de Saint-Julien. Elle travaillait comme pharmacienne dans une officine privée et louait un modeste appartement rue des Sources. Une vérification de son ancien lieu de travail a confirmé. Claire était une employée fiable, sans réprimande ni plainte de la part de sa direction. Ses voisins, quant à eux, ne se souvenaient guère d'elle. Une femme calme et réservée qui évitait tout contact. Après son déménagement à Saint-Julien et son mariage, aucune trace d'activité professionnelle de Claire n'a été retrouvée. Le seul incident noté dans les archives de la police d'Évian datait de 2015. Des voisins avaient alors appelé une patrouille en raison d'une vive dispute dans l'appartement de Claire. Mais le conflit avait été résolu avant l'arrivée de la police, et Claire avait refusé de porter plainte. L'homme avec qui le conflit avait eu lieu a rapidement quitté la ville. Après cet incident, le nom de Claire n'a plus jamais été mentionné à la police. La biographie de Marc Perrier ne soulevait pas non plus de questions. Originaire de Lyon, il avait changé de travail à plusieurs reprises. Mécanicien automobile, monteur, ouvrier du bâtiment. Partout, il travaillait calmement, sans conflit ni plainte. Une vérification dans les bases de données de la police n'a révélé aucun casier judiciaire ni infraction administrative. Son parcours professionnel était instable, mais toujours irréprochable du point de vue de la loi. Julien Moreau a également contacté le médecin local du secteur. Le docteur a informé que la famille Perrier l'avait rarement consulté au cours des 3 dernières années et uniquement pour des questions mineures. La dernière visite en personne avait eu lieu bien avant qu'Amélie ne passe à l'enseignement à domicile. Par la suite, la famille préférait les consultations téléphoniques pour des questions générales, évitant les rencontres en personne avec le personnel médical. Cela expliquait pourquoi les médecins n'avaient jamais remarqué de blessures visibles sur Amélie. L'enquêteur a cherché méticuleusement tout signe de problème dans le passé des époux. Mais aucune information de ce type n'a été trouvée, ni dans les rapports sociaux d'Évian et de Lyon, ni dans d'autres sources officielles. Selon les documents, la famille Perrier n'avait jamais demandé d'aide et n'avait jamais été suivie par les services sociaux. À la fin de la journée, l'enquêteur a rassemblé tous les faits. La conclusion était inhabituelle. D'après toutes les données disponibles, la famille semblait irréprochable, sans aucun signe officiel de difficulté. Cette circonstance rendait Moreau méfiant. Il travaillait comme enquêteur depuis trop longtemps pour croire en un passé absolument sans tache. Un tel tableau signifie généralement que la famille est simplement passée sous les radars du système. Dans son rapport final au procureur, il a indiqué que, formellement, les époux Perrier étaient considérés comme des citoyens exemplaires, sans signes alarmants dans leur biographie. Cependant, c'était précisément cela qui exigeait une attention accrue lors de la prochaine inspection. Julien comprenait, l'absence de plainte ou de signalement n'indique pas toujours le bien-être. Parfois, les familles en apparence irréprochables se révèlent être les plus complexes et imprévisibles. Jusqu'à ce moment, la famille n'était qu'un ensemble de données et de documents. La visite du lendemain par les enquêteurs et les représentants de l'ASE devait montrer si cette image idéale correspondait à la réalité. Le matin du 10 décembre 2021, des voitures de police se sont arrêtées devant la maison de la famille Perrier, rue Saint-Henri. L'enquêteur Julien Moreau était muni d'un mandat officiel pour inspecter le domicile et vérifier l'état d'Amélie. Les voisins observaient attentivement depuis leurs fenêtres, essayant de comprendre pourquoi la police était de retour dans ce quartier si calme. Les voisins observaient attentivement depuis leurs fenêtres, essayant de comprendre pourquoi la police était de retour dans ce quartier si calme. Claire a ouvert la porte. Son regard trahissait de la tension, mais pas de surprise. L'enquêteur a présenté le mandat
et la femme les a laissés entrer calmement. Marc se trouvait dans le salon. Il s'est levé et a salué silencieusement les nouveaux venus. Le couple semblait calme, mais anormalement contenu. La première question de Julien concernait la localisation actuelle d'Amélie. Claire a répondu calmement que sa fille était sortie se promener un peu près de la maison et devrait bientôt revenir. Le policier et la représentante du service social sont immédiatement montés au premier étage pour inspecter la chambre de l'adolescente et s'assurer qu'il n'y avait rien d'inhabituel. La chambre semblait propre et ordonnée. Ensuite, les policiers sont redescendus et ont poursuivi l'inspection. Pendant ce temps, dans le salon, Julien a demandé à Claire d'expliquer à nouveau l'état d'Amélie. Elle a répété l'histoire déjà connue sur la santé de sa fille, ses chutes fréquentes et l'enseignement à domicile. Marc, évitant le contact visuel, hochait simplement la tête en silence. Après une brève conversation, l'enquêteur a annoncé que, conformément au mandat, la police devait vérifier les conditions de vie de l'adolescente, s'assurer de sa sécurité et de l'absence de menaces pour sa santé. C'était une procédure standard qui n'a suscité aucune objection de la part du couple. Laissant Claire et Marc sous la surveillance d'un agent, Julien et son équipe ont commencé à inspecter la maison. À première vue, tout semblait parfaitement propre et bien rangé, même trop parfait pour une maison où vit une adolescente. Une telle stérilité a intrigué l'enquêteur. Les policiers ont méthodiquement passé en revue les pièces, ouvert les placards et examiné les meubles, documentant tout soigneusement avec des photos et dans des procès-verbaux. Claire et Marc, pendant ce temps, ne bougeaient pas, ne parlaient presque pas et ne gênaient pas le travail. Au cours de l'inspection, Julien a remarqué que Claire avait jeté plusieurs regards nerveux en direction de la cuisine. Sentant que son attention n'était pas fortuite, il s'est dirigé précisément là-bas. La femme s'est visiblement tendue, mais est restée sur place. Dans la cuisine, les policiers n'ont rien vu d'inhabituel. L'enquêteur a regardé dans le cellier situé juste derrière la cuisine. La petite pièce semblait banale. Quelques boîtes, des provisions, le sol recouvert d'un tapis légèrement usé. En marchant dessus, Julien a senti une légère différence de niveau du sol. Les policiers ont déplacé les boîtes et enroulé le tapis. En dessous, ils ont découvert une vieille trappe en bois, encastrée directement dans le sol. Les charnières étaient rouillées, les bords usés, mais la trappe avait clairement été utilisée récemment. Claire et Marc n'ont pas prononcé un mot. Ils suivaient simplement avec tension les actions des policiers, comprenant qu'il était désormais inutile de nier quoi que ce soit. Julien a ordonné d'ouvrir la trappe. La porte a été soulevée avec précaution et des lampes de poche ont éclairé le vide en dessous. Un escalier étroit menait à un petit compartiment en sous-sol. L'enquêteur est descendu le premier, suivi de 2 agents. L'air en bas était vicié et manifestement pas aéré depuis longtemps. En bas, ils ont découvert une pièce sans fenêtre avec un plafond bas. Sur le sol, gisait un matelas fin, à côté de quelques couvertures sales, une bouteille d'eau en plastique, une assiette et une chaise en bois. La seule source de lumière était une ampoule faible sous le plafond. Il n'y avait aucun effet personnel, livres ou vêtements dans la pièce. Il était évident que la pièce servait à l'isolement. Les policiers ont immédiatement commencé à documenter ce qu'ils voyaient, photographiant soigneusement la pièce et prélevant des échantillons de poussière et de tissu. La pièce découverte n'était pas une preuve directe d'un crime, mais exigeait clairement des explications. Si Amélie avait sa propre chambre à l'étage, à quoi servait cette pièce sombre? En entendant le bruit venant du sous-sol, Claire a visiblement pâli. Marc a nerveusement détourné le regard, comprenant qu'il ne pourrait plus cacher la vérité. Lorsque Julien est remonté,
il a donné l'ordre de placer entièrement la maison sous le contrôle de la police. Claire et Marc ont été immédiatement séparés en vue d'être emmenés au commissariat pour des interrogatoires distincts. L'enquêteur comprenait maintenant. L'histoire de l'état maladif d'Amélie et de ses chutes constantes prenait une toute autre tournure à la lumière de la découverte du sous-sol. Les questions principales étaient désormais de savoir qui utilisait cette pièce et pourquoi, depuis combien de temps elle existait et pourquoi personne n'en savait rien. Dans les heures à venir, Claire et Marc Perrier allaient devoir répondre à ces questions. Il n'y avait plus d'échappatoire possible. L'inspection de la pièce cachée sous le plancher durait depuis plus d'1 heure. Les experts de la police scientifique documentaient lentement et méticuleusement chaque détail, photographiant les objets, prélevant des échantillons de poussière et de tissu. Julien Moreau s'étonnait à l'écart et observait le travail, mais il ne pouvait se défaire du sentiment que la pièce découverte n'expliquait pas encore toutes les étrangetés de l'affaire. L'enquêteur a de nouveau fait le tour de la pièce, examinant les murs et le sol. Son attention a été attirée par des traces à peine visibles sur le revêtement en béton près d'une étagère métallique dans le coin le plus éloigné, comme si elle était souvent déplacée. Cet objet de mobilier, d'apparence ordinaire, suscitait désormais des soupçons. Les policiers, remarquant l'intérêt de l'enquêteur, ont déplacé prudemment l'étagère. Derrière elle, ils ont découvert une porte cachée peinte de la même couleur que les murs. Sans un examen attentif, il était presque impossible de la remarquer. La porte était verrouillée de l'extérieur par un simple verrou métallique qui semblait être activement utilisé et a cédé facilement lorsqu'un des policiers la tirait sur le côté. La porte s'est ouverte sans grand effort. Les policiers ont éclairé l'intérieur avec leurs lampes de poche et ont vu une petite pièce dépourvue de fenêtres avec un sol en béton nu et des murs couverts de moisissures. Au plafond, une ampoule brillait faiblement, sans interrupteur, manifestement commandée de l'extérieur. Sur le sol, dans le coin le plus éloigné, se couvrant le visage pour se protéger de la lumière vive, était assise Amélie. Elle était pâle, épuisée, son visage exprimait la peur et la confusion. Lorsque les policiers et les agents des services sociaux se sont approchés d'elle, la jeune fille s'est d'abord reculée avec méfiance, mais en entendant des paroles calmes et en comprenant qu'elle n'était plus en danger, elle a baissé les bras. Un médecin, invité pour l'examen, s'est immédiatement approché d'elle. Pendant ce temps, les policiers documentaient l'état de la pièce. Il n'y avait aucun meuble ni objet de première nécessité, et une insalubrité totale y régnait. Il est devenu évident que la chambre à l'étage n'était destinée qu'aux regards extérieurs, et que les véritables conditions de vie d'Amélie étaient ici. À l'étage, Claire et Marc semblaient visiblement abattus. En apprenant qu'Amélie avait été retrouvée, ils ont pâli et ont commencé à éviter le regard des policiers. Julien Moreau est remonté et les a regardés en silence. Il n'y avait plus de questions à poser. Tout était évident. La maison de la rue Saint-Henri a été mise sous contrôle. Les agents de l'ASE ont commencé à préparer les documents pour le retrait immédiat d'Amélie de la famille. Les enquêteurs continuaient à documenter les détails de l'affaire et à se préparer pour les prochaines étapes. Interrogatoire, expertise et analyse de toutes les circonstances de cette affaire. Désormais, l'enquête disposait de preuves irréfutables d'un crime qui s'était déroulé derrière les portes closes d'une maison ordinaire. Amélie était en vie, mais il restait à déterminer les dommages qui lui avaient été causés pendant sa détention dans de telles conditions. Claire et Marc Perrier n'avaient plus d'échappatoire. Ils allaient devoir expliquer chacune de leurs actions, chaque acte qui avait mené à cette terrible situation. Lorsque les policiers ont fait sortir Amélie du sous-sol, l'atmosphère dans la maison a radicalement changé.
La jeune fille a été immédiatement enveloppée dans une couverture et conduite à une ambulance, où un médecin et un psychologue l'attendaient. Amélie semblait épuisée, mais réalisait peu à peu que le danger était passé. Les médecins l'ont installée avec précaution dans le véhicule et ont immédiatement commencé un examen. Au même moment, Claire et Marc se trouvaient dans le salon. Lorsqu'ils ont vu Amélie sortir de la maison, tous deux se sont visiblement tendus et ont évité les regards. Un policier s'est approché d'eux et leur a annoncé qu'ils étaient en état d'arrestation pour suspicion de maltraitance et de séquestration de mineurs. Marc n'a pas dit un mot et regardait fixement devant lui, tandis que Claire tentait de convaincre la police que tout cela était d'une terrible erreur. Cependant, cette fois, personne ne croyait plus ses paroles. Les preuves découvertes étaient plus éloquentes que toutes les explications. On a calmement lu leurs droits aux parents avant de les faire sortir de la maison. Dans la petite ville de Saint-Julien, une telle situation ne pouvait passer inaperçue. Les voisins qui observaient la scène ont commencé à se rassembler dans la rue et à discuter à voix basse. Aucun d'entre eux n'imaginait que de tels événements pouvaient se produire derrière les murs d'une maison ordinaire. Pendant ce temps, Amélie a été transportée à l'hôpital le plus proche pour un examen médical approfondi. L'ASE avait déjà préparé les documents pour son retrait officiel de la famille et avait entamé la procédure de recherche d'un tuteur temporaire. Les psychologues ont commencé à parler prudemment avec la jeune fille, sans exiger de réponses rapides, mais en l'aidant progressivement à s'ouvrir et à se sentir en sécurité. Les premiers témoignages d'Amélie étaient timides et fragmentaires. La jeune fille choisissait ses mots avec précaution et se taisait à plusieurs reprises, ne sachant pas si elle pouvait faire confiance aux gens qui l'entouraient. Le psychologue lui expliquait patiemment que désormais personne ne lui ferait de mal et qu'elle n'avait plus rien à craindre. Peu à peu, Amélie a commencé à raconter comment elle était punie, pour quelles raisons et à quelle fréquence elle était enfermée dans la cave, pourquoi elle avait cessé d'aller à l'école. Elle n'accusait personne directement, se contentant de partager comment se déroulaient ses journées ces derniers mois. Ces témoignages sont devenus une étape cruciale pour l'enquête. Chaque épisode qu'Amélie décrivait confirmait et complétait les éléments déjà recueillis par les enquêteurs. La jeune fille a raconté comment les enseignants avaient remarqué son état, mais qu'après les visites de sa mère à l'école, les questions se faisaient de plus en plus rares. Amélie a avoué qu'elle-même préférait se taire, ressentant une grande peur et de la honte face à ses camarades et ses professeurs. Simultanément, au commissariat, l'interrogatoire de Claire et Marc a commencé. Les enquêteurs ne s'attendaient pas à leur franchise et avaient préparé une stratégie d'interrogatoire basée exclusivement sur les faits et les preuves. Les parents continuaient d'affirmer qu'ils n'avaient rien fait d'illégal et qu'ils essayaient seulement d'éduquer Amélie. Mais à chaque nouvelle question et chaque détail du récit d'Amélie, leur version commençait à s'effondrer, se transformant en justifications incohérentes. La maison de la rue Saint-Henri, quant à elle, était déjà vide. Les experts de la police scientifique avaient terminé leur travail. Les enquêteurs avaient saisi les preuves, et un scellé de police avait été apposé sur la porte. Une patrouille est restée en faction près de la maison pendant encore quelques heures, empêchant les curieux de s'approcher. L'enquêteur Julien Moreau comprenait que le plus difficile restait à venir. Il fallait maintenant non seulement inculper les parents, mais aussi comprendre les motifs de leurs actes et déterminer pourquoi l'entourage, voisins, enseignants et même les services sociaux n'avaient pas fait preuve de suffisamment de persévérance pour mettre fin à cette situation plus tôt. Les dépositions d'Amélie sont devenues le point de départ d'une nouvelle phase de l'enquête. Ce sont ces paroles qui ont désormais constitué la base de l'accusation. C'est elle qui pouvait expliquer tous les détails et les raisons qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent. De longues journées d'interrogatoire,
d'expertise et d'analyse s'annonçaient, mais la vérité commençait lentement à faire surface. Du 15 au 30 décembre 2021, l'enquête a entièrement reconstitué le tableau de ce qui se passait dans la maison de la rue Saint-Henri. Les témoignages d'Amélie ont servi de base à la reconstruction des événements qui se déroulaient derrière les fenêtres aux rideaux tirés. Chaque mot de la jeune fille a été confirmé par les preuves trouvées et les conclusions des experts. Amélie a décrit en détail le système de punition appliqué dans la famille pendant plusieurs années, à partir de 2018, lorsque sa mère, Claire, a épousé Marc. C'est à partir de ce moment, selon elle, que la vie à la maison a radicalement changé. Presque n'importe lequel de ses comportements devenait un prétexte à punition. Un devoir oublié, une assiette cassée, un mot ou même un silence que son beau-père considérait comme une désobéissance démonstrative. La punition la plus sévère était toujours d'être envoyée en bas, à la cave. Amélie se souvenait de chaque marche qu'elle descendait et du bruit de la porte se refermant derrière l'étagère. Dans cette pièce exiguë et humide, on pouvait la laisser plusieurs jours, la privant de nourriture et de conditions décentes. Elle a vite compris qu'il était inutile de résister ou de demander de l'aide. Cela ne faisait qu'aggraver la punition. L'expertise médico-légale, achevée le 28 décembre, a confirmé les dires d'Amélie. De multiples blessures de différentes dates ont été découvertes sur le corps de la jeune fille. Les plus anciennes remontaient à environ 3 ans, les plus récentes dataient des dernières semaines avant sa libération. Les experts ont catégoriquement exclu la possibilité d'une origine domestique et ont constaté le caractère systématique des dommages infligés. Les experts de la police scientifique, après avoir inspecté le sous-sol, ont documenté des traces claires des tentatives d'Amélie de s'échapper, des éraflures peu profondes et des éclats sur la porte et les murs. Tous les détails coïncidaient parfaitement avec ces témoignages, confirmant que la pièce était utilisée régulièrement et sur une longue période. Les psychologues qui travaillaient avec Amélie depuis sa libération ont terminé leur diagnostic initial à peu près à la même époque. Le 29 décembre, un rapport a été présenté notant que la jeune fille vivait depuis au moins 3 ans sous une pression émotionnelle constante et un stress psychologique extrême. Son état a été évalué comme un traumatisme psychologique grave nécessitant une longue réhabilitation. Pendant ce temps, les interrogatoires de Marc et Claire se poursuivaient activement. Marc communiquait très peu avec les enquêteurs, se limitant à des explications brèves et sèches, se résumant à l'idée d'une discipline stricte. Les dépositions de Claire ont attiré beaucoup plus d'attention. Les enquêteurs ont étudié attentivement ses motivations, essayant de comprendre comment une femme qui, avant son second mariage, n'avait jamais eu recours à des mesures cruelles envers sa fille, avait pu en arriver là. Lors de l'interrogatoire du 30 décembre, Claire a expliqué qu'après son mariage, Marc avait commencé à contrôler entièrement tous les aspects de la vie familiale, l'accusant de mollesse et de faiblesse de caractère. Avec le temps, elle a commencé à percevoir la cruauté comme le seul moyen de préserver sa relation et d'éviter les conflits constants avec son mari. À un moment donné, selon ses dires, les limites de ce qui était acceptable pour elle ont été complètement effacées. Les enquêteurs ont accueilli ces explications avec scepticisme, mais les ont consignées pour une étude plus approfondie par des psychologues et des experts judiciaires. Grâce au travail minutieux de l'enquête, il est devenu clair que les punitions dans la maison de la rue Saint-Henri n'étaient pas une méthode d'éducation, comme Claire et Marc tentaient de le présenter. C'était un système de sévices cruellement construit et soigneusement dissimulé qui a duré des années. Désormais, au début de janvier 2022, l'enquête disposait de tous les éléments nécessaires pour transmettre l'affaire au tribunal. Les enquêteurs préparaient les actes d'accusation complets, s'appuyant sur les témoignages d'Amélie, les résultats de toutes les expertises menées et les dépositions des accusés eux-mêmes.
Les semaines à venir devaient être décisives dans cette histoire, et toutes les informations recueillies pourraient enfin être rendues publiques, afin d'obtenir une juste punition pour Claire et Marc Perrier. Le procès de Claire et Marc Perrier a débuté en octobre 2022. Malgré l'intérêt des habitants de Saint-Julien et des journalistes locaux, les audiences se sont déroulées à huis clos total afin d'éviter un stress supplémentaire pour Amélie. Seuls les détails principaux et le verdict final ont été communiqués à la presse et au public. Les audiences ont duré plusieurs semaines. L'accusation a présenté au tribunal les éléments recueillis par l'enquête, y compris les témoignages d'Amélie, les expertises et les dépositions des voisins et des enseignants. Les parents d'Amélie ont continué d'insister sur le fait qu'ils n'avaient utilisé que des méthodes d'éducation strictes, niant toute intention cruelle. Cependant, le tribunal, après avoir examiné en détail toutes les circonstances de l'affaire, a conclu sans équivoque. Les actions des parents n'étaient pas de l'éducation, mais un préjudice délibéré et intentionnel, fondé sur des penchants sadiques personnels. Cette formulation a été directement reprise dans la décision finale du tribunal. Lors de l'énoncé du verdict, le 15 décembre 2022, le juge a particulièrement souligné la durée et la gravité des actes commis par les parents, ainsi que l'absence de remords. Claire Perrier a été condamnée à 15 ans de réclusion criminelle, Marc Perrier a écopé de 18 ans. De plus, tous deux ont été condamnés à suivre une thérapie psychologique obligatoire pendant leur peine. Après la fin du procès, Amélie est restée sous la protection des services sociaux. Les informations sur sa localisation actuelle et son état n'ont pas été divulguées, même parmi les voisins et les connaissances de la famille, afin de garantir à l'adolescente l'intimité et la tranquillité nécessaires. Pour Saint-Julien, ce procès a été un événement marquant. Les autorités locales et les services sociaux ont entrepris des actions concrètes. Des contrôles réguliers des familles à risque ont été mis en place et un programme municipal a été lancé pour informer la population sur les signes de maltraitance domestique et les mesures à prendre. À travers l'exemple de cette histoire, la ville a progressivement pris conscience de la nécessité de changer d'attitude face aux problèmes que l'on préférait auparavant ignorer. Bien que les principaux coupables aient été jugés et punis, l'enquête comprenait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les autorités départementales ont lancé une enquête plus approfondie sur les actions des services sociaux et des établissements scolaires de Saint-Julien afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir. Après le verdict, la vie à Saint-Julien n'a plus été la même. Amélie Perrier a été placée dans une nouvelle famille. Sa réhabilitation s'est déroulée lentement et avec précaution, et ses contacts avec le monde extérieur ont été limités pour sa propre protection. Pierre Fournier a refusé tout commentaire public, expliquant brièvement qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Il a continué à travailler tranquillement, évitant toute attention excessive. Les habitants de la rue Saint-Henri ont fait face à la réprobation publique. Certains ont déménagé, d'autres ont réduit leurs interactions sociales, comprenant que, bien qu'ils n'aient formellement enfreint aucune loi, la responsabilité morale resterait avec eux pour toujours. L'école où étudiait Amélie a fait l'objet d'une enquête interne qui a révélé de graves manquements de la part des enseignants et de l'administration. Des changements de personnel et un renforcement du suivi des élèves ont suivi cette enquête. L'affaire Amélie Perrier a suscité un large débat public en France. Le pays a commencé à parler davantage de l'indifférence collective et de la nécessité de réagir à temps dans de telles situations. Et bien que l'affaire judiciaire soit officiellement close, la question de savoir combien d'autres histoires de ce type passent inaperçues est restée ouverte.